Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aux frontières du réel. Quoique aujourd'hui, pas vraiment. J'ai voulu faire une vidéo, notamment par rapport aux différentes réactions que j'ai eues dans les commentaires de ma première vidéo sur les ovnis à la surface de la Lune, que je vous invite à aller voir ici si vous ne l'avez pas vu. Donc ces différentes réactions que j'ai eues, c'était notamment des liens vers différentes vidéos YouTube, vers différentes chaînes YouTube qui émettent la possibilité ou même la preuve d'une activité extraterrestre sur le sol lunaire. Moi aujourd'hui, j'ai aucun problème à avoir l'ouverture d'esprit de dire potentiellement il se passe quelque chose sur la Lune, je ne le sais pas, on ne nous le dit pas, voilà, j'en sais rien, j'ai pas la prétention de dire que moi je sais s'il se passe quelque chose ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce que je peux affirmer avant de commencer à débunker un peu tout ça, c'est qu'il n'est aujourd'hui pas possible depuis la Terre pour des amateurs, vous comme moi, de percevoir une quelconque activité à la surface de la Lune. Techniquement, optiquement, ce n'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose à savoir, c'est qu'il faut se débarrasser d'une idée reçue très populaire, qui consiste à dire que plus on augmente le zoom et plus on verra de détails. Ça, c'est totalement faux. En astronomie, c'est la quantité de lumière captée par votre instrument qui définit la résolution de votre image, et donc implicitement les détails visibles. En astronomie ou en optique, ça porte un nom. C'est le pouvoir séparateur, ou plus communément appelé le pouvoir de résolution. Donc encore une fois, ce pouvoir de séparateur, il est dépendant, il est intrinsèquement lié à votre instrument d'observation, d'accord? Donc c'est un paramètre qui est propre à chaque instrument, en fonction notamment de son diamètre. Il y a une petite formule mathématique extrêmement simple qui va nous permettre de calculer ce pouvoir séparateur. Donc il faut savoir que le pouvoir séparateur, il est exprimé en secondes d'arc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique de tout ça, je vais quand même essayer de survoler tout ça, de vous l'expliquer le plus simplement possible. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir séparateur est exprimé en secondes d'arc. Pour le calculer, c'est assez simple. Donc je vais prendre 120, que je vais diviser par 272, et cela va me donner un résultat de 0,44 secondes d'arc. Donc ça veut dire que mon télescope a un pouvoir de résolution ou un pouvoir de séparation de 0,44 secondes d'arc. Ce qu'il faut retenir, et c'est important, c'est que ce résultat, plus il est faible, plus il est bas, plus votre télescope a une capacité de résolution élevée. Et à l'inverse, plus il est élevé, et moins votre télescope a une capacité de résolution élevée. Donc ça, c'est extrêmement important de le retenir pour la suite de la vidéo. En astronomie, en observation astronomique notamment, nous utilisons le sous-ensemble d'unités au degré pour déterminer la taille d'un objet dans le ciel. Ça, c'est un concept qui peut paraître un petit peu compliqué, mais encore une fois, avec un petit peu de pratique et de gymnastique intellectuelle, ça va venir rapidement et encore une fois, ça va beaucoup vous aider dans votre quête d'analyse de vidéos quelle qu'elle soit sur YouTube. Déjà de base, vous devez savoir que le degré, c'est l'unité de mesure d'angle. Les secondes et les minutes d'arc sont simplement le sous-ensemble d'unités au degré. Un degré est égal à 3600 secondes d'arc. Voilà, votre taux de conversion, vous l'avez. 1 degré est égal à 3600 secondes d'arc. Ça, c'est assez facile. Et pour vous donner un exemple concret, on va prendre la Lune. La Lune fait 0,5 degrés. Et si on veut convertir donc cette mesure en secondes d'arc, il suffit simplement de prendre 3600 secondes qu'on vient diviser par 2, parce que la Lune fait 0,5 degrés. Donc ce qui nous donne 1800 secondes d'arc. Oui, je sais, hein, l'astronomie c'est pas simple, notamment ces bases qui sont un petit peu difficiles au départ à assimiler, mais encore une fois, prenez le temps de comprendre ce que je dis et ça va beaucoup vous aider pour la suite. Maintenant, nous allons essayer de déterminer la taille du module lunaire en secondes d'arc. Donc là, c'est assez simple aussi, une petite formule mathématique nous permet de le faire rapidement. Il faut simplement convertir donc les mètres en kilomètres. 4 mètres fait 0,004 km que l'on va venir diviser par 400 000 km qui est la distance Terre-Lune. Et on va venir multiplier cela par 1 parsec.
Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce qu'est un parsec. Retenez simplement que là, dans notre cas de notre petit calcul, on va convertir ce parsec en unités astronomiques, donc 206 265 unités astronomiques. Cette petite formule va nous donner la taille de l'objet en secondes d'arc. Donc là, on voit tout de suite que le résultat, c'est 0,002 secondes d'arc. On est clairement sur un tout petit objet. Rappelez-vous que notre télescope a un pouvoir de séparation de 0,44 secondes d'arc. Donc très clairement, là on peut tout de suite voir qu'il n'est absolument pas possible d'observer un objet de cette taille-là à la surface de la Lune avec un matériel comme celui-ci. Mais ce qui serait aussi intéressant, c'est de connaître les limitations optiques de notre instrument, c'est-à-dire d'être capable de savoir quels sont les objets les plus petits que notre télescope est capable de visualiser à la surface de la Lune. Et bien ça c'est assez simple, on va utiliser la réciproque du calcul qu'on vient de faire juste avant. Je vous explique. Nous allons prendre donc la distance Terre-Lune, donc qui est de 400 000 km, que nous allons diviser par 205 265 unités astronomiques, qui est égal bien sûr à 1 parsec comme je vous le disais avant, et nous allons multiplier cela par le pouvoir séparateur de notre instrument, donc dans le cas de mon instrument, par 0,44. Ce qui nous donne un résultat de 0,775 km. Donc en gros, mon télescope est capable de visualiser au mieux des objets qui font une taille de 775 mètres. Alors ça c'est de la théorie. Encore une fois, on a toujours un delta important entre la théorie et la pratique. En pratique, il faut multiplier ce résultat par 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des facteurs de turbulence atmosphérique qui sont à prendre en considération quand on observe depuis la Terre un astre céleste, notamment la Lune. Donc en fait, dans le cas de mon télescope, on n'est pas vraiment sur des objets de 775 mètres, mais plutôt sur des objets de l'ordre de 1,5-1,6 km de diamètre. Et là, ça change la donne. Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'avec un matériel comme le mien, on ne peut pas voir quelque chose qui soit inférieur à 1,6 km de diamètre. Et c'est là où je vous dis, c'est dangereux d'affirmer qu'on peut observer tout et n'importe quoi à la surface de la Lune, parce que sous prétexte qu'on ait un instrument qui soit un peu hors norme, un peu staffé. Pour ça, il existe malheureusement des limitations optiques qui viennent poser problème, en tout cas, à ces affirmations-là. Encore une fois, pour pousser un peu le vice plus loin, si on voulait vraiment observer le LEM à la surface de la Lune, nous aurions besoin d'un télescope d'un diamètre de 60 mètres. 60 mètres, c'est juste gigantesque. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un miroir de 60 mètres, on se heurte à d'autres problématiques que je ne vais pas évoquer maintenant, mais qui en fait rendent presque impossible sa réalisation. Maintenant, le plus grand télescope au monde fait 10 mètres, ce qui est déjà énorme. Hein. Et même ce télescope-là ne peut absolument pas voir le module lunaire à la surface de la Lune. C'était pour moi important d'apporter une réponse pragmatique, scientifique, optique même, à ces affirmations que j'ai pu trouver sur Internet, qui sont très clairement mensongères. J'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, ce que vous montrent ces personnes-là dans leurs vidéos, ce sont des phénomènes que je pourrais tout à fait vous expliquer dans une prochaine vidéo, mais de l'ordre de turbulences atmosphériques, de chromatisme, de pixels chauds, enfin, il y a plein d'explications, notamment dues à l'instrument lui-même, mais aussi à l'atmosphère terrestre, qui fait en fait que vous faites quand même complètement enfumer sur la véracité des propos. Et ça m'embête beaucoup, hein, parce que moi je trouve que quand on partage une expérience, quand on partage quelque chose avec des gens, notamment à travers des vidéos YouTube, c'est important d'avoir une intégrité vis-à-vis de ce qu'on véhicule. C'est-à-dire que moi, il n'est absolument pas question de faire plaisir à une communauté en leur mentant. Clairement pas. Moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est être fidèle à moi-même, droit dans mes baskets, et vous proposer du contenu vérifié, véridique, quantifié, voilà, et absolument pas vous divertir avec des élucubrations
bizarre, simplement pour faire des vues ou des abonnés. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Alors je sais, j'ai dû en décevoir beaucoup sur mon approche que j'ai. Retenez simplement que je ne suis absolument pas partisan de dire qu'il y a une activité ou pas à la surface de la Lune. Aujourd'hui, je n'ai pas le moyen de le vérifier, donc je ne peux pas affirmer qu'il ne s'y passe rien ou qu'il s'y passe quelque chose. Clairement, je ne peux pas l'affirmer. Donc j'ai cette intelligence d'avoir l'ouverture d'esprit, d'avoir une ouverture d'esprit suffisante pour me dire que aujourd'hui, je peux pas le dire, je peux pas le prouver. J'ai aucun élément qui vont me permettre de prouver ça. Donc, surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être notifié des différentes sorties vidéo, et pourquoi pas lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Surtout, n'oubliez pas, la vérité est ailleurs.